Bonjour, chères auditrices et auditeurs des radioforums. Bienvenue à cette édition des entretiens de la Genève internationale. Je suis Alejandro Bonilla, président de l'Association d'anciens fonctionnaires internationaux pour le développement, connue sous le nom de GRACELS, et je suis particulièrement fier de pouvoir présenter M. Yves Beigbeder, qui est un membre distingué et chéri de notre association. M. Yves Beigbeder est un géant avec un riche parcours de vie et un fantastique parcours professionnel en tant que fonctionnaire international. Avant de commencer l'interview, je voudrais donner quelques informations sur M. Yves Beigbeder. Le jeune avocat Yves Beigbeder a été l'assistant du juge français Henri Denedieu de Vabre au tribunal de Nuremberg en 1946. Après des études aux États-Unis, il a travaillé pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome, la FAO, puis pour l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à Brazzaville, Copenhague, Alexandrie et New Delhi. Il a un doctorat en droit et a donné des conférences sur les organisations internationales, la fonction publique internationale et les tribunaux pénaux internationaux dans les universités de Paris, Genève, Saint-Louis, Boston et Vancouver. Monsieur Yves Beigbeder a écrit de nombreux livres en français et en anglais sur le droit international, la santé et les organisations internationales. Il a donné des cours et interviews partout dans le monde et participe régulièrement aux commémorations du procès de Nuremberg. Il vit maintenant en France et nous sommes fiers de l'avoir comme membre de notre association et de le considérer comme un ami. Manuela Tortora, vice-présidente de GRACELS, aura la grosse responsabilité d'interviewer Yves Beigbeder et d'essayer d'extraire pour les auditeurs et les auditrices des interviews de la Genève internationale de Radioforum de la richesse de sa vie, de son parcours professionnel et de ses qualités humaines. Manuela, Yves, le plateau est à vous. Bonjour Yves, je me permets de te tutoyer parce que je considère que tu es non seulement un collègue des Nations Unies, mais également un ami, surtout dans le cadre de GRACELS, de l'association à laquelle tu appartiens, tout comme moi-même. Je suis donc Manuela Tortora, vice-présidente de GRACELS, et j'ai l'honneur de te poser quelques questions. Tout d'abord, je voudrais revenir en 1944, à l'époque où tu avais 20 ans, où tu as rejoint le maquis en France lors de la résistance. Qu'as-tu retenu de cette expérience de la résistance? Quelles leçons pour ta vie? Eh bien, je ne savais pas à l'époque que le gouvernement de Vichy avait adopté une loi qui s'appelle STO, Service du travail obligatoire, qui obligeait les jeunes Français à passer 2 ans en Allemagne comme travailleurs, ce qui a été assez catastrophique. Enfin, je ne savais pas ça. En quelque sorte, j'ai anticipé cela en rejoignant un maquis en Auvergne, près d'Aurillac, qui était géré par des anciens officiers de l'air français et financé par Londres, pas par De Gaulle, mais par les Anglais. Et c'était un tout petit groupe. Alors, la première chose, c'est donc une transgression que j'ai faite en m'opposant sans le savoir. Enfin, je savais, oui, au gouvernement de Vichy. La deuxième chose, c'était le danger. Et le danger, je ne l'ai pas réalisé tout de suite parce que j'étais très jeune. Mais si les Allemands nous avaient attrapés, ils nous auraient tous tués comme terroristes. Et ils auraient également fusillé tous les hommes du village. Mais j'étais à l'époque assez ignorant et courageux, mais sans savoir quels étaient ces risques. Et voilà, ça a duré 5 mois et ensuite je suis retourné à Pau avec ma famille et un peu plus tard, 2 ans plus tard, ça a été Nuremberg. 2 ans plus tard, en effet, en 1946, l'expérience que tu as vécue à Nuremberg a sans doute marqué ton esprit, d'autant plus que tu n'avais que 22 ans à l'époque. Dans son livre East West Street, Philippe Sands mentionne ton témoignage, dans lequel tu dis que tu étais à l'époque trop jeune et trop ignorant
c'est à la page 312 du livre. N'étais-tu pas conscient de l'importance historique de ce premier tribunal qui est à l'origine du droit pénal international? Est-ce que les autres membres du tribunal en étaient conscients? Eh bien, en ce qui me concerne, comme tu dis, j'avais 22 ans et je n'avais aucune expérience professionnelle ou juridique après ma licence en droit. Mais quand je suis arrivé à Nuremberg, c'était tout à fait extraordinaire de voir ces hauts personnages du régime nazi enfermés dans le dock. Et comme mon oncle Donielva m'avait sélectionné 7 inculpés dont je devais faire des résumés des débats en ce qui les concernait. Peu à peu, j'ai compris le drame, c'est-à-dire les horreurs qui se sont passées et les massacres, les tortures. Progressivement, j'ai compris ça. C'est surtout après, plus tard, quand j'ai commencé à écrire sur ces sujets, que j'ai réalisé à quel point Nuremberg a été une expérience de pionnier et de création du droit pénal international qui a servi de base pour la création dans les années 70 et 90 à de nombreux tribunaux pénaux internationaux sur le Rwanda, sur la Yougoslavie, etc. et d'autres. Et ça a servi de base aussi pour la Cour pénale internationale. Est-ce que les autres personnes à Nuremberg se rendaient compte? Certainement les juges, avec leur travail de tous les jours, et certainement les procureurs, en particulier le procureur Robert Jackson, américain, qui était vraiment à la base du procès qu'il a lancé et suivi. Alors eux, certainement, savaient ce qu'ils faisaient et ils voulaient créer un précédent, ils voulaient essayer que le procès serve à prévenir des massacres ultérieurs. Ça n'a pas été le cas, mais c'est dans cet esprit-là qu'ils l'ont fait. Voilà. Et pour la suite de ta carrière de fonctionnaire international aux Nations Unies, à la FAO, à l'OMS, aussi bien à Genève que sur le terrain, qu'est-ce que tu as retenu de l'expérience de Nuremberg en tant qu'instance multilatérale? Eh bien, d'abord, l'envie de travailler dans un contexte international avec multinational. Et ça a commencé avec la FAO, puis ensuite l'OMS. Et la nécessité de coopérer, que les États ne prennent pas des initiatives unilatérales, comme ça se passe en ce moment par certains, et sans coopération et coordination avec d'autres États. Par exemple, pour la santé, il est bien évident qu'on a besoin d'une instance internationale pour coordonner, pour préparer les traitements, les vaccins, etc. Donc ça, c'était très important. L'expérience à Nuremberg, sur un plan très pratique, ce qui était tout à fait admirable, c'était le travail des interprètes qui ont inventé l'interprétation simultanée à Nuremberg et qui connaissaient toutes les langues et qui avaient une agilité intellectuelle et verbale extraordinaire. Donc ça, c'était un bon exemple de coordination internationale sur le plan linguistique. Voilà en 2 mots. Oui, comme tu l'as mentionné, tu as été pendant plusieurs années fonctionnaire à l'OMS et tu as aussi écrit un livre sur cette organisation. À la lumière de la pandémie actuelle de Covid-19, quelle est ton opinion sur le rôle présent et futur
de l'OMS? L'OMS, on voit le directeur général de l'OMS à la télévision très souvent, mais il est un peu malmené parce qu'on l'accuse d'être à la solde des Chinois, ce qui est absurde. Mais l'OMS, on a besoin de l'OMS plus que jamais. D'abord sur le plan de la lutte contre cette épidémie, mais également pour la recherche de traitements, la recherche de vaccins qui se fait sur un plan multinational et de ne pas laisser un vaccin, par exemple, à un seul pays et empêcher les autres d'en bénéficier. L'OMS a un rôle très important sur le plan de d'étudier quels sont les médicaments les plus efficaces et elle réunit des comités d'experts sur un plan international qui examinent la situation, par exemple, du paludisme ou du vaccin contre le paludisme ou sur la poliomyélite et d'autres maladies. Et elle est la seule capable de le faire sur un plan international. Donc, je crois que c'est un rôle d'expertise et de compétence dans le domaine de la santé qui est essentiel. On ne peut pas s'en passer. Il faudrait peut-être simplement renforcer le rôle de l'OMS, d'abord en lui donnant de l'argent, parce qu'elle est en sous-paiement, et ensuite en s'assurant que les comités d'experts qui sont réunis sont indépendants des gouvernements et donnent des avis basés sur la compétence. Alors, ça, c'est très, très important aussi. Donc, au lieu de critiquer l'OMS, il faudrait plutôt la renforcer financièrement et sur le plan de l'expertise médicale. Voilà. Yves, tu as publié 20 livres, 30 articles, tu as enseigné, tu as été conseiller juridique pour la défense des fonctionnaires internationaux. Bref, une vie touffue, extrêmement riche, passionnante. Quelle étape voudrais-tu recommencer ou au contraire ne pas revivre maintenant? Et pourquoi? À l'heure actuelle, à mon âge, je ne pense pas recommencer à écrire des livres, mais écrire des livres, c'est tout à fait passionnant. Ça me prenait en général à peu près 1 an, d'abord que le manuscrit soit approuvé par un éditeur, et ensuite un chapitre par mois. Mais maintenant, c'est très complexe, c'est très long, je ne le fais plus. J'écris simplement des petites choses sur ce que je fais maintenant. Donc ça, je ne peux plus recommencer. L'enseignement non plus, parce que il faut être plus jeune pour enseigner à des jeunes, être capable de répondre du tac au tac. Mais c'est une des choses qui était très passionnante, c'est l'enseignement. Et l'enseignement permet aussi de faire de la recherche, c'est-à-dire on fait un cours ou une conférence, ensuite de quoi on prend des notes et puis on dit tiens, je vais écrire sur ce sujet. Les conseils aux fonctionnaires internationaux également très intéressants parce que ça m'a, après ma soi-disant retraite, ça m'a permis de rester en contact avec des fonctionnaires et avec des organisations en préparant leur défense auprès de tribunaux administratifs. Là aussi, je ne sais pas si là, je me permettrai de continuer à faire ça, mais toutes ces activités ont été passionnantes et je n'ai jamais voulu prendre ma retraite. Malheureusement, mon âge m'a atteint. Yves, une dernière question liée à l'actualité. Je pense que c'est inévitable. De nos jours, le multilatéralisme est très souvent mentionné partout, dans la presse, à la télévision, etc. Soit pour le rejeter, comme c'est le cas par exemple des gouvernements aux États-Unis ou au Brésil, soit au contraire pour insister sur son importance. En songeant au futur, sur quoi devrait se baser le multilatéralisme pour être efficace? Quel serait ton message le plus important que tu voudrais transmettre aux jeunes qui seraient intéressés par une carrière de fonctionnaire international? Eh bien, je voudrais distinguer un peu
le niveau régional et le rôle global. Niveau régional, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour l'Union européenne qui a réussi à empêcher des guerres entre la France et l'Allemagne et d'autres pendant 50 ans et plus, et qui a permis une coopération entre tous ces pays européens qui auparavant se faisaient la guerre régulièrement. Il y a ce côté de maintien de la paix qui est très important au niveau régional et au niveau global des Nations Unies, mais aussi le côté des droits de l'homme. Au niveau de l'Europe, le Conseil de l'Europe, la Convention des droits de l'homme et les tribunaux des droits de l'homme sont des aspects très importants du rôle de coordination et de respect pour les droits de l'homme dans les différents pays sur le plan global des Nations Unies. En ce qui concerne les jeunes qui s'intéressent à la carrière internationale, est-ce qu'il faut d'abord qu'ils examinent quelles sont les organisations internationales qui leur plairaient, dont ils adopteraient les objectifs. Deuxièmement, qu'ils continuent leurs études de façon à avoir un diplôme et peut-être même de l'expérience avant de s'engager dans des organisations internationales, et qu'ensuite ils fassent leur chemin en sachant qu'ils seront probablement amenés à changer de lieu géographique. Et donc, il faudrait qu'ils acceptent cette obligation de mobilité et par ailleurs une obligation de neutralité et de ne pas prendre parti pour tel ou tel pays ou les positions diplomatiques ou politiques de tel ou tel pays. Voilà quelques idées. Merci beaucoup Yves. Je crois que nous avons passé quelques minutes malheureusement trop courtes, mais certainement très enrichissantes et qui ne sont qu'un petit aperçu de ce qu'a été ton parcours professionnel absolument impressionnant et sans aucun doute passionnant. Merci encore et espérons d'avoir encore l'occasion avec toi dans le cadre de Greycels et d'autres cadres d'échanger tes expériences et tes opinions. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à vous.